En tout cas, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Du coup, c'est vrai avec l'équipe de l'OMA, on se disait que les médias sociaux prennent une part de plus en plus importante aujourd'hui dans les stratégies de communication des laboratoires. Et il y a toujours un besoin de s'évaluer, de voir un peu où on en est les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est venue cette idée de créer ce baromètre, donc, qui est un baromètre trimestriel et qui est la première édition et que du coup, on publiera une fois par trimestre, ce qui permettra de voir un peu les évolutions, quels sont un peu les palmarès sur différents KPI des différents laboratoires. Donc, je ne sais pas, Laurent, si tu veux juste dire Ju- quelques ju- mots aussi. Juste ajouter un mot, alors c'est une idée qui nous trottait dans la tête depuis longtemps, que ce soit du côté de Rémi ou de l'équipe de l'OMA. Et chacun de notre côté, on suit ça de près depuis plusieurs années, on va dire. Rémi étant plus versé sur les tendances, le contenu, de quoi on parle, et nous plus sur des chiffres, des indicateurs, si je puis dire. Et puis, en fait, il y a quelques semaines déjà, il y a la FNIM qui nous a proposé de faire une intervention sur ce sujet-là. Et à cette occasion, on a fait le récapitulatif, donc à peu près les mêmes chiffres, mais sur l'ensemble de l'année 2020. Et puis donc, avec Rémi, on s'est dit, autant le faire régulièrement et en faire un vrai baromètre. Et c'est comme ça qu'est né Beyond the Score. Donc, merci la FNIM, finalement, de nous avoir poussé un peu plus, parce que c'était le petit déclic qui manquait pour passer à l'acte. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous partager un peu les résultats de ce baromètre. Et puis, on a la chance aussi d'accueillir Charlotte Varembourg, qui est responsable de l'ensemble de la communication chez Amgen France, qui va nous parler un petit peu de son expérience chez Amgen, de l'utilisation de Twitter, ce que ça apporte aussi à l'entreprise. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Laurent, qui va du coup démarrer par présenter un peu le périmètre et puis les premiers indicateurs. Alors, le périmètre, je pense que la plupart d'entre vous ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Insta ou LinkedIn principalement. Je ne sais même plus si on a parlé sur Facebook ou pas. Le périmètre, c'est 22 comptes de suivi. En fait, la base, c'est on prend la liste des 25 premiers laboratoires pharmaceutiques classés en France selon leur chiffre d'affaires. On regarde qui est sur Twitter ou pas. Et on s'aperçoit qu'il y en a 22. En fait, il y en a 23, mais le 23e ne se sert pas du tout de son compte. Donc, il n'est pas dans le classement. Et petite précision, et ça va quand même avoir son importance, on a intégré le compte de GSK dans ce baromètre. On l'avait intégré quand on l'a fait pour la FNIM, mais juste pour dire qu'il était présent et on l'avait simplement intégré comme ça. Là, on l'intègre en termes de chiffres, donc vous le verrez souvent. Parce que quand on démarre, forcément, on a des bons scores, entre guillemets. Et tout l'intérêt justement de ce baromètre, c'est d'intégrer tout de suite GSK, c'est de finalement avoir un compte qui démarre, c'est ça qui est intéressant, et de voir comment il va aller évoluer dans le temps, et on verra en fin d'année où en est GSK par rapport aux autres. Donc ça, c'est le périmètre global, et en gros, on suit une dizaine de KPI tous les mois, et on fait des moyennes trimestrielles, et on les compare aussi entre eux. À partir de là, la première question, elle va être autour de la taille des comptes. Et la taille des comptes, ça commence déjà, non pas par leurs abonnés, mais par leurs abonnements, c'est-à-dire qui ils suivent. Et en moyenne, les 22 comptes suivent un peu plus de 1000 comptes chacun. Ça n'a pas beaucoup bougé par rapport au 31 décembre dernier. C'est 14 abonnements en plus, donc on peut vraiment voir que ce n'est pas énorme. Mais forcément, on a un effet de dopage avec l'arrivée de GSK, puisque à eux seuls, c'est 160 nouveaux comptes de suivi. En gros, quasiment tous leurs nouveaux abonnements viennent de ce premier trimestre-là, ou presque, puisqu'ils avaient quand même commencé en décembre à suivre d'autres personnes. Mais on voit qu'il y a d'autres comptes quand même qui suivent, même si c'est peu par rapport à leur taille, après on va le voir, comme Sanofi Genzyme, Novartis ou Merck qui suivent de temps en temps. On voit que ça reste assez faible au niveau des comptes suivis. Si on regarde de l'autre côté, en fait, donc est-ce qu'ils sont suivis? Et la moyenne, elle se situe à un peu plus de 7500 comptes par compte individuel. C'est un léger recul par rapport au 31 décembre dernier, ce qui est logique avec l'arrivée justement dans ce score de GSK, puisqu'il faut faire baisser la moyenne.
On va voir qu'au fur et à mesure du temps, je pense que ça va se rétablir, on va repasser devant. Donc le premier compte en nombre d'abonnés en France, je pense que vous le savez tous, c'est Sanofi. Derrière, juste derrière, ou pas très loin en tout cas, on va dire une filiale ou une quasi-filiale de Sanofi avec Sanofi Genzyme. Et ensuite, on va avoir Roche, AbbVie France et Pfizer France qui vont se suivre finalement entre 13 000 et 10 000 abonnés. Alors, vous me direz, les abonnements, peu de gens s'y intéressent, et pourtant, ça a aussi son intérêt, et vous allez le voir très bientôt. Juste en termes de progression sur les abonnés, la plus forte progression, c'est... Ah, j'ai un blanc, pardon. C'est BMS. BMS, merci beaucoup. BMS, suivi d'AstraZeneca, ensuite Pfizer, ensuite Sanofi Genzyme et ensuite AbbVie. Donc, c'est les progressions en volume, hein, sachant qu'en pourcentage, ça serait Astra qui passerait devant BMS. Donc, ce n'est pas tout à fait le même classement. C'est aussi ça, les KPI, c'est qu'est-ce qu'on retient? On retient du volume, des pourcentages. Est-ce qu'on retient des progressions ou des valeurs absolues comme on l'a vu avant? Ce qu'on veut montrer aussi finalement à travers ce baromètre avec Rémi, c'est que chacun doit choisir ses KPI. Il n'y a pas de bon ou de mauvais KPI. Ça dépend vraiment de sa stratégie au départ. Et en analysant finalement les évolutions, on peut se rendre compte qu'il y aura des stratégies différentes. Une des façons de le faire, déjà de voir un début de stratégie, c'est de voir le ratio abonné-abonnement. C'est-à-dire, est-ce que je suis autant ou presque que je suis suivi, ou est-ce qu'au contraire, je suis très peu par rapport à mon nombre d'abonnés? Donc, classiquement, on fait trois grandes familles. Ceux qui inscrivent l'usage de Twitter en tant que réseau social au sens classique du terme. On voit qu'en gros, on a à peu près un tiers des comptes qui sont dans ce registre-là. Donc, ça va de Teva Santé à Lilly. Ensuite, on a un autre tiers où on est dans une partie réciprocitaire, c'est-à-dire que Twitter sort autant de réseaux sociaux que de médias, et ça va de MSD à Vie. Et puis après, on pourrait se dire qu'il y a ceux qui voient Twitter comme étant uniquement un média, puisqu'ils sont beaucoup plus suivis qu'ils ne suivent. Et là, on va de Novartis avec un ratio de 10 à Sanofi, c'est le compte France, hein, pas le compte groupe, avec un ratio de 61. Ça veut pas, c'est pas tout à fait la réalité non plus, parce qu'en fait, ça dépend aussi des façons dont est géré le community management. On peut très bien aussi avoir des listes pour s'intéresser à son public sans forcément être abonné à son public. On peut utiliser d'autres outils pour suivre les conversations en ligne que directement l'outil Twitter. Donc, c'est une première approche, elle n'est pas tout à fait réelle non plus. Un autre intérêt à suivre quand on parle des abonnés, c'est la qualité des abonnés. Alors, il y a ce qu'on appelle les fake followers. Fake followers, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faux, même si dedans, il y a des robots. Mais il y a aussi des spammers et il y a aussi principalement des petits comptes, en tout cas, ou des comptes inactifs. Et l'intérêt, logiquement, c'est d'avoir le plus petit nombre de fake followers. Donc, on voit que les comptes qui ont les plus petits nombres, d'abord, c'est Léo Pharma, et je tiens à les féliciter parce qu'ils ont une moyenne, enfin, ce n'est pas une moyenne, ils ont 12,3% de fake followers. Comparé à d'autres secteurs d'activité, c'est juste fabuleux ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont une qualité d'abonnés, entre guillemets, qui est assez impressionnante, alors qu'ils ne sont pas sur une population de 50 abonnés, hein, loin de là. Donc, on voit qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là, en tout cas dans la recherche des abonnés, dans les campagnes de recrutement, qu'elles soient, je ne sais pas, payantes ou organiques, mais en tout cas, il y a un véritable travail qui est fait. Et ensuite, on voit GSK, et c'est là aussi logique d'avoir un bon score puisqu'ils démarrent, entre guillemets. Au tout début, ils avaient un score beaucoup plus élevé, mais c'est aussi logique au tout début quand on est tout petit. Dès qu'on croit un peu, on va gagner, et donc le score de fake follower va baisser. Bonne place pour Amgen. Donc, Charlotte pourra peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'intérêt qu'elle porte à la qualité des abonnés pour le compte d'Amgen. Et ensuite, on a Lilly et Ipsen. On a quand même 10 comptes sur les 22 qui dépassent les 30%. Et à ce niveau-là, il faut peut-être se demander pourquoi finalement on dépasse les 30%. Est-ce que c'est une particularité de l'univers santé sur Twitter? En gros, oui. Quand on regarde, la plupart des comptes dépassent les 30%, donc ce n'est pas spécifique au compte de la pharma. Le versant opposé des fake followers, c'est le top follower. Donc là, c'est les comptes qui, selon le même principe, hein, en fait, à chaque fois, on extrait 2000 abonnés de façon aléatoire du compte et on les analyse selon 25 critères. Ils ont une note de 1 à 10. Les top followers, c'est ceux qui ont des notes de 8, 9 ou 10. Donc c'est en gros l'opposé des fake followers. On retrouve les mêmes.
on aurait pu retrouver d'autres comptes. Parce qu'en fait, c'est juste les deux extrêmes. Et au milieu, on a la moyenne des followers. Donc, c'était intéressant de voir si est-ce que ceux qui ont le plus petit score de fake followers ont aussi le plus haut score de top followers. Oui, ça se traduit. Peut-être que ça va évoluer dans le temps. Peut-être qu'il y a des gens qui ont développé des stratégies justement différentes, avec avoir peut-être pas recherché tout le temps le top, mais avoir une moyenne finalement assez bonne. Donc, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, on va venir à la question du contenu et donc je repasse la parole à Rémi. Voilà, comme le disait Laurent, c'est vrai que donc, la taille des communautés, c'est important, mais le plus important, et finalement, c'est propre à tous les réseaux sociaux, pas uniquement Twitter, c'est bien sûr le contenu. Et c'est ce qui fait la différence et qui fait que vos contenus sont engageants, vont générer de la conversation, vont être viraux, etc. Donc, écran suivant. Donc déjà, ce qui est important, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu en termes de production de contenu. Il y a encore, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, on avait quand même un nombre de tweets qui était quand même très irrégulier de la part des laboratoires pharmaceutiques. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation finalement dans la gestion des comptes. Et du coup, derrière ça, il y a un volume de production qui est beaucoup plus important. Et on voit qu'on a en moyenne environ 2 tweets ou retweets par jour qui sont faits par les laboratoires. Alors, ça reste encore en dessous des moyennes qu'on peut observer dans d'autres secteurs d'activité, où on estime qu'il faut entre 5 et 10 tweets par jour pour avoir une efficacité et une viralité assez importante, mais on voit déjà une évolution. Après, il y a quand même plus de la moitié des comptes analysés qui sont encore sur un rythme qui est quand même irrégulier et qui est moins d'un tweet ou retweet par jour. Donc, il y a encore des évolutions à faire sur ce niveau-là. Et ce que l'on voit en termes du volume finalement de tweets ou retweets, dans le classement, on va retrouver Biogarant, qui communique beaucoup aussi sur ses produits, puisqu'ils ont quand même la possibilité, à travers leur marque entreprise, de parler directement des produits associés. Vous avez aussi, du coup, Sanofi, Merck et Johnson qui arrivent sur ce podium, et ensuite Sanofi Genzyme. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un rythme déjà régulier, de publier quotidiennement. C'est un canal du quotidien, Twitter. Donc, c'est important de publier tous les jours et d'avoir un rythme qui soit quand même un minimum de 2, 3, 4 tweets par jour pour avoir du coup de l'information qui diffuse facilement, qui va vous permettre aussi d'accroître de manière naturelle votre communauté et d'attirer aussi des abonnés qui sont de qualité. Si on regarde maintenant les meilleurs tweets qu'on a observés au cours du premier trimestre, donc on s'est basé sur le taux d'interaction qu'il y avait autour des tweets, on s'aperçoit que parmi ces meilleurs tweets, donc GSK arrive en tête, comme l'expliquait Laurent. Donc, c'est vrai que quand on a une plus petite communauté, on génère plus facilement de l'engagement et de l'interaction, ce qui explique aussi cette position-là. Et après, donc, ce qu'on retrouve, c'est Johnson. Et Johnson, ça fait quand même un certain temps, ça fait déjà au moins 2 ans que Johnson est souvent en tête de ce classement de l'engagement et qui arrive avec des tweets qui génèrent beaucoup d'interactions. Et donc, quand on génère de l'interaction, ça ne veut pas forcément dire qu'on a les plus grosses communautés aussi. Donc, ce qui est important, c'est de créer justement de la discussion, de la conversation. Et donc, sur ce classement, on retrouve aussi, du coup, Amgen, qui se retrouve dans les meilleures publications, Teva et Bayer. Et si on regarde du coup en détail, quels sont les tweets qui ont les plus performé sur ces 5 laboratoires. Donc, on voit que GSK, c'est un sujet qui est autour de l'impact de la Covid autour des maladies respiratoires et notamment de la BBCO, à travers notamment un projet qui est mis en place avec Biosensi. Donc ça, c'est une des thématiques qui a été le plus impactante. Ensuite, on voit des sujets qui sont plus autour des pathologies. On le voit notamment donc, avec Amgen France, avec toute la campagne autour de Mars Bleu, avec notamment le claim Mars Bleu, c'est toute l'année, qui permet du coup d'avoir aussi un impact intéressant autour de cette thématique. Vous avez des communications de Johnson autour de l'hématologie qui permettent du coup aussi de rassurer et d'apporter de l'information sur les évolutions thérapeutiques. Et puis quelque chose aussi, par exemple, si on prend Teva, où les aidants sont un peu dans l'ADN du laboratoire, on voit que c'est des sujets qui ont aussi un impact important et qui génèrent de l'interaction.
Et des thématiques qui sont plus axées aussi sur les collaborateurs ou les métiers permettent aussi de viraliser du contenu, comme on le voit avec Bayer France. Donc, si on regarde maintenant les hashtags les plus utilisés, donc inévitablement, on va retrouver le Covid-19 qui est présent, bien sûr, dans les publications, que ce soit pour communiquer sur les engagements du laboratoire dans le domaine, soit engagement dans la vaccination ou dans l'accompagnement des professionnels de santé. Beaucoup de communication aussi pour ne pas oublier les autres pathologies et faire en sorte que finalement, le Covid-19 ne vienne pas finalement faire de l'ombre à l'ensemble des pathologies. Et puis, d'autres hashtags qui sont ressortis, liés notamment à des journées mondiales importantes qu'il y a eu au cours du premier trimestre, comme la journée mondiale contre le cancer ou la journée mondiale des maladies rares, qui a du coup suscité pas mal de publications et d'utilisation de hashtags liés à ces thématiques-là. Ensuite, il y a un certain nombre d'hashtags génériques qui sont utilisés comme le hashtag santé, patient, innovation ou science. Si on regarde maintenant les principales tendances, en termes notamment de ligne éditoriale, ce que l'on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a une forte mobilisation donc des laboratoires au niveau des journées mondiales. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu la journée mondiale contre le cancer qui s'est déroulée donc, au mois de février avec une forte mobilisation finalement des laboratoires, que ce soit pour communiquer sur les engagements, sur les actions qui sont menées, les programmes, les initiatives, ou également pour participer à la campagne mondiale qui s'appelait « Je suis et je vais », où beaucoup de collaborateurs de laboratoires, finalement, se sont prêtés au jeu et ont diffusé sur les comptes des laboratoires, mais aussi sur les comptes individuels des collaborateurs, ce type d'initiative pour mettre en avant, finalement, leur engagement contre le cancer. Toujours autour des journées mondiales, vous avez donc Mars Bleu, qui est un événement qui a lieu tout au long du mois de mars pour sensibiliser autour du cancer colorectal, comme on peut avoir tout au long de l'année. On a Octobre Rose sur le cancer du sein, on a Movember en novembre sur la santé masculine. Voilà, ce sont des choses que l'on voit de plus en plus se déployer et les laboratoires sont parmi les acteurs de santé qui communiquent le plus autour de ces thématiques. Donc, comme on l'a évoqué, donc avec notamment Mars Bleu, c'est toute l'année du laboratoire donc Amgen, dont pourra nous parler Charlotte, et puis d'autres laboratoires comme MSD ou Janssen qui ont communiqué sur cette partie-là. Toujours autour des journées mondiales, donc les maladies rares sont un sujet aussi très important et les réseaux sociaux permettent aussi de mettre en lumière certaines pathologies méconnues et de sensibiliser le plus grand nombre. Donc, on a vu un certain nombre de publications et communications de laboratoires autour de maladies qui sont parfois méconnues. Ils ont utilisé notamment autour de cette maladie le hashtag Pledge for Rare, qui est quelque chose qui est utilisé au niveau mondial, et puis un certain nombre d'autres initiatives avec des web-séries et autres qui ont été mises en avant. Autre tendance forte que l'on retrouve, au-delà de cette mobilisation autour des journées mondiales, c'est tout ce qui est autour de l'engagement sociétal, tout ce qui est autour des engagements RSE, où finalement, ça constitue aujourd'hui un canal de communication très important pour les laboratoires pour communiquer sur leurs différents engagements, notamment au niveau de l'impact environnemental, on le voit à travers ces différents exemples, ou également sur tous les enjeux autour de la diversité, de l'égalité homme-femme que l'on peut retrouver. Donc c'est vrai qu'il y a eu par exemple aussi la journée mondiale du droit des femmes, donc qui a permis au laboratoire de mettre en avant finalement les collaboratrices, de mettre en avant l'engagement du laboratoire dans cette égalité homme-femme, dans cette diversité. Et donc, il y a eu beaucoup de publications aussi pour mettre en avant finalement les femmes qui font finalement la réussite des différents laboratoires. Autre tendance, toujours sur cet aspect-là, c'est qu'on voit qu'il y a cette notion de marque employeur, la volonté finalement de mettre en avant les valeurs de l'entreprise, mettre en avant les collaborateurs. Donc, il y a eu aussi un événement au cours de ce premier trimestre qui était autour des femmes en sciences, qui a permis à beaucoup de laboratoires de mettre en avant des portraits de collaboratrices qui travaillent à différents niveaux des laboratoires, que ce soit au niveau de la recherche, de l'accompagnement des patients, des professionnels de santé, etc. Et puis, il y a d'autres initiatives intéressantes, comme la série Pause d'AstraZeneca, qui permet à des collaborateurs, sous un format de vidéo, on va dire, en selfie, de présenter leurs différents métiers.
et du coup de susciter des vocations aussi pour pouvoir aider après au recrutement de collaborateurs. Donc voilà un peu sur cette partie contenu. Je vous propose maintenant de parler d'un autre sujet qui est important, qui est l'engagement. Et donc, c'est Laurent qui va vous parler un peu de ce sujet. Les contenus, logiquement, ils sont là justement pour engager. On va voir si ça se traduit dans les faits ou pas. Première chose, c'est les j'aime, les likes par tweet. Donc, en moyenne, pendant le premier trimestre, chaque tweet a été liké sur l'ensemble des 22 comptes 8,1 fois. Mais il y a des fortes variations mensuelles, hein. Il y a un compte, par exemple, qui avait 11 likes par tweet en janvier, 37 likes par tweet en février, mais 0 en mars. Donc on voit aussi à travers ces contenus qu'il y a eu une variation dans les thématiques. Donc ça joue énormément. Il y a un public qui suit et qui like pour certains thèmes et qui ne like pas pour d'autres thèmes. Donc c'est dur de séduire aussi sur d'autres sujets quand on a habitué finalement son public. En top score, on va retrouver Roche, qui est aussi souvent très bien passé en nombre de likes, avec 21 likes en moyenne, suivi de Lily, de Pfizer et d'Amgen. Amgen est souvent présent dans ce baromètre du premier trimestre. Et puis, on a MSD qui vient dans le score. Alors, on les voit apparaître pour la première fois dans le classement. Si on regardait dans le détail depuis le début de l'année, ils sont aussi assez régulièrement présents. Et si on revient sur 2020, ils étaient aussi présents dans différents indicateurs. Donc, il y a quand même des logiques aussi qu'on va retrouver tout au long des mois et pas seulement sur le premier trimestre. Après les likes, les retweets, c'est-à-dire est-ce qu'on va au-delà? Le like, je vous le rappelle quand même pour certains qui ont connu Twitter récemment, avant c'était juste un favori, hein, ça permettait d'archiver finalement le tweet et non pas de dire je l'aime. Maintenant, on ne sait plus si c'est vraiment un like ou si c'est une archive, ça dépend de l'usage des gens. Le retweet, c'est déjà plus engageant puisqu'on partage finalement ce qui a été dit. Le score en moyenne, il est plus bas, il est à 2,3. Et ce n'est pas lié non plus au volume de tweets. Ce n'est pas parce qu'on publie beaucoup qu'on est beaucoup retweeté, puisqu'on retrouve là aussi MSD en haut à égalité avec Roche. Donc, il y a quand même une logique entre les likes et les retweets. Et ensuite, on va avoir Lilly, Pfizer et Sanofi. Et on voit que c'est des comptes qui n'étaient pas forcément non plus dans les plus forts volumes, même s'ils étaient dans des volumes déjà intéressants de production. Si on regarde le taux d'interaction qu'a déjà évoqué Rémi pour le classement des meilleurs tweets du trimestre, donc le taux d'interaction, ce n'est pas le taux d'engagement, hein. C'est le nombre moyen de réponses par tweet au tweet d'un jour par rapport au nombre d'abonnés du même jour dans la période sélectionnée. Ça peut paraître un peu bizarre, mais si l'exemple il est plus parlant, donc si quelqu'un a 200 abonnés, et qu'il produit 10 tweets pendant le mois et qu'il a 30 réactions au global, que ce soit des likes, des commentaires, des retweets, etc., lors de cette journée, lors de cette journée, pas pardon, 10 tweets dans la journée, pas dans le mois, on a une interaction qui est de 1,5. C'est comme ça que ça se calcule. Ça ressemble à de l'engagement, ça ne l'est pas complètement, ça s'en approche. Et dans le détail, le plus haut score, c'est GSK. Et on retrouve cette logique de petite communauté au départ, donc fort taux d'engagement. Et on voit vraiment la différence, hein, parce que c'est 6,1 de taux d'interaction. Et quand on descend avec des comptes qui sont déjà très engagés et qui engagent régulièrement, comme Johnson, comme le disait Rémi, on est à 0,4, suivi d'Amgen à 0,3, MSD 0,2 et Boehringer 0,2. Donc on voit l'arrivée de Boehringer là, dans le classement aussi pour la première fois. Donc on voit que finalement tout le monde travaille sur des axes aussi un petit peu différents, même si certains essayent de se battre sur tous les fronts, comme Johnson et Amgen, visiblement, qui essayent d'apparaître sur des critères liés en tout cas à l'engagement assez régulièrement. Hop, alors, le score qui, moi, m'intéresse le plus, entre guillemets, c'est le social score. Pourquoi il m'intéresse? Parce que c'est un score qui est composite, déjà, donc il y a 4 critères. Il y a la moyenne des retweets qui compte pour 40% de la note. Il y a la moyenne des likes pour 30%. Il y a le nombre de tweets natifs par semaine, et ça ne compte donc pas les retweets, mais bien le volume produit exactement. Et puis ce ratio abonnement-abonné, donc la démarche qu'on a, qui compte pour 10%.
Et au-delà des 4 critères, il est intéressant parce qu'en fait, c'est une comparaison par rapport à des comptes de taille similaire ou approchante et hors univers pharma. C'est-à-dire que là, on compare le compte de Pierre Fabre ou de Janssen ou de Teva ou de Boehringer ou de Sanofi Genzyme ou de Merck à des comptes Twitter de tout type, mais qui ont juste des tailles en nombre d'abonnés à peu près similaires. Donc, au niveau global, le score moyen des laboratoires pharmaceutiques, des 22, il est de 73 sur 100. Donc, c'est déjà pas mal du tout. Et on voit que ça grimpe jusqu'à un 84 sur 100 pour Merck, Pierre Fabre 82, Johnson 80, et c'était assez logique par rapport à leurs autres résultats. Et puis ensuite, donc là, pour une fois, ce n'est pas un top 5, mais finalement un top 6, parce qu'on a des égalités, puisqu'on a Sanofi, Genzyme, Teva et Boehringer Ingelheim qui sont tous à 80. Globalement, arriver à 80, c'est déjà des très bonnes notes. On n'a pas tout à fait le même classement d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Entre le premier trimestre 2021 et le baromètre qu'on avait montré, enfin pas le baromètre, mais les scores qu'on avait montrés sur l'ensemble de l'année 2020 lors de la présentation auprès de l'AFNIM, et à voir si finalement ce qu'on a comme score moyen au trimestre va tenir dans la durée. Ça aussi, c'est intéressant, parce que sur une année, on arrive à être aussi régulier que ça. Pour apparaître tout en haut, ce n'est pas forcément évident. Et ce serait effectivement l'intérêt du coup d'avoir ce baromètre trimestriel, de voir les évolutions tout au long de l'année justement sur ces classements-là. Et à part ça, on va passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus vivant et dynamique que les chiffres, c'est-à-dire vu de l'intérieur, comment ça se passe. Et je cède donc la parole, non, je ne cède pas la parole, j'invite Charlotte. Voilà. Bonjour à tous. Donc Charlotte, qui est en charge de l'ensemble de la communication au sein d'Amgen France et qui va nous décrypter un petit peu l'usage des médias sociaux et plus spécialement de Twitter. J'ai une première question finalement. Globalement, la place de Twitter chez Amgen France ou même des médias sociaux dans l'ensemble de la communication, ça représente quoi en termes de stratégie, d'engagement de personnel Alors, plein de choses. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce baromètre. Je trouve ça très, très intéressant et merci de m'avoir invité à partager l'expérience. La place de Twitter dans notre stratégie, elle était au départ extrêmement importante. Déjà, pour vous donner trois éléments de contexte, en fait, en 2017, donc il y a 3 ans et demi, j'ai envie de dire, on n'était pas du tout présent sur le digital chez Amgen, au niveau France en tout cas. C'était vraiment tout nouveau. Donc, on a souhaité y aller. Il y avait un vrai enjeu de valoriser ce qu'on fait dans l'écosystème à l'extérieur, hein, comme pour beaucoup de laboratoires. Et je pense qu'on était assez en retard, même par rapport à d'autres laboratoires, en tout cas Filiale France, qui avaient déjà pris la main sur ce type de sujet. Donc, on a au départ Twitter, c'était Twitter et LinkedIn. On a lancé les deux en même temps. Et puis, il y a eu un gros travail en même temps de refonte de notre site internet qui était vraiment d'un autre temps en termes de contenu, d'approche de contenus éditoriaux, etc. Donc, j'ai envie de dire, au départ, Twitter était vraiment au cœur de la stratégie. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui a été mis en place, avec bien sûr des réseaux sociaux qui sont au cœur de tout ce qu'on fait, notre site internet, mais aussi tout un tas d'autres contenus qu'on peut utiliser, publier via les médias traditionnels également. Voilà, donc ça a été vraiment, je pense que ça a été une prise de conscience pour la communication chez Amgen de manière générale il y a 3 ans. Nous, au niveau de la filiale, on a été du coup la première filiale dans le monde en dehors d'Amgen, de la maison mère qui est aux États-Unis. On était la première filiale dans le monde à se lancer sur Twitter. Et ça a été un gros changement pour l'entreprise et surtout une vraie ouverture vers l'extérieur, je dirais. Et du coup, si on se concentre plus déjà sur ce sujet Twitter, quels sont les usages aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement de la communication institutionnelle ou est-ce que vous ouvrez à de la communication RH, à des stratégies même pour les équipes marketing patients et autres? Alors, tout, puisque nous, on voit vraiment Twitter comme l'objectif, c'est vraiment d'en faire la vitrine un petit peu de tout ce qu'on fait, tous les projets qui peuvent être menés par nos équipes au niveau local.
Donc, il y a bien sûr de la communication institutionnelle, mais pas que. On est effectivement sur de la communication où on met en avant nos collaborateurs parce qu'on s'est aussi rendu compte, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, que c'est des contenus qui fonctionnent, qui performent bien quand on met en avant nos collaborateurs via des vidéos ou via des citations, etc. Les expertises de chacun, ça rend le contenu plus authentique aussi, je pense. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. On partage bien sûr, tu parlais tout à l'heure, Rémi, des journées mondiales et notamment de Mars Bleu. Mars Bleu est un exemple. On participe à bien sûr d'autres journées mondiales pour lesquelles Amgen est engagé. Donc ça, clairement, c'est un enjeu aussi parce qu'il y a un enjeu, je pense aussi, de sensibilisation de manière générale, au-delà du fait de montrer qu'Amgen est engagé sur ces sujets. Il y a des enjeux de sensibilisation. Et puis, bien sûr, il y a d'autres sujets dont on s'empare de plus en plus, et comme beaucoup de laboratoires, sur des sujets d'innovation en santé. Je pense que la crise qu'on a vécue l'année dernière aussi a permis à des laboratoires de s'engager sur des champs de politique de santé, etc. Et donc ça, c'est des sujets qu'on partage également beaucoup. J'ai une autre question et une autre question aussi qui vient de l'extérieur, entre guillemets, via le chat. Est-ce qu'il y a beaucoup de collaborateurs d'Amgen qui sont actifs sur Twitter? Alors, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Allez, 5, 10, 20, 30%? Je dirais 10%. On n'a pas les chiffres exacts, mais je dirais 10%. On a beaucoup moins de collaborateurs actifs sur Twitter que sur LinkedIn. Ça, c'est un fait, c'est assez logique aussi. Hein. On a quand même travaillé pour permettre aux gens de s'acculturer à Twitter. On a organisé des formations. Au moment du lancement des réseaux sociaux, il y a eu un gros travail de formation, d'explication aussi aux collaborateurs de pourquoi on allait sur ces nouveaux canaux. Donc, il y en a qui ont compris l'intérêt et qui sont ravis qu'on y soit, mais qui, pour autant, ne vont pas forcément dessus. Il y en a quelques-uns qui sont actifs, qui sont très actifs, on les voit régulièrement, mais beaucoup plus sur LinkedIn que sur Twitter, ça c'est sûr. Dans les enjeux qui étaient évoqués, entre guillemets, il y avait l'enjeu de sensibilisation. Quand on est sur des campagnes comme Mars Bleu, il y a des enjeux pour montrer l'engagement du laboratoire. Sur le terrain de la e-réputation, est-ce que depuis l'ouverture du compte, pour rester centré sur Twitter, au sein d'Amgen, vous voyez une évolution de la façon dont vous êtes hyper sûr, entre guillemets? Oui. Alors, clairement, Twitter a été le lancement de ça. Après, je ne sais pas si c'est le seul facteur, parce qu'effectivement, Twitter vient avec tout un écosystème. Donc, forcément, ça fait boule de neige, j'ai envie de dire, sur le web de manière générale. Mais oui, on a organisé, on a travaillé avec des partenaires pour mettre en place des enquêtes, mener des enquêtes de e-réputation. Et clairement, notre perception a changé. Oui. Ça, c'est vraiment un fait. Je pense que le digital, de manière générale, permet de passer un certain nombre de messages, à la fois via les canaux corporate, mais aussi via les canaux de certains de nos porte-paroles, par exemple. Ça, c'est un enjeu également. Une dernière question avant de recéder la parole à Rémi, parce qu'après, c'est moi qui vais occuper toutes les discussions. Allez, s'il y avait 1, 2 ou 3 KPI indicateurs qui sont particulièrement suivis chez Amgen, c'est lesquels? Et puis avec l'autre facette, entre guillemets, de Charlotte de Rambourg, si je puis dire, la facette personnelle, est-ce que c'est les mêmes quand on est aussi blogueuse? C'est une très bonne question. Je pense. Moi, je suis une fervente du less is more. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à faire beaucoup de contenu, mais qui n'est pas forcément d'une qualité extrême. En fait, on se rend compte que parfois, quand on publie peut-être un tout petit peu moins, mais en faisant vraiment plus attention à la qualité, aux hashtags qu'on choisit, aux visuels, à tout un tas de choses, on a des posts ou des contenus qui performent plus. Donc, je dirais que les KPI, pour répondre à ta question, le nombre d'abonnés, ça reste important parce que c'est forcément le premier KPI que les gens voient quand ils s'abonnent à votre compte. Mais il n'empêche que pour nous, c'est vraiment plus le taux d'interaction, l'engagement. Vous l'avez vu, on est ressorti sur ces canaux-là. Je pense que, sur ces critères-là, c'est vraiment des choses qui nous importent aussi. Et je pense que côté
le point de vue de la blogueuse, c'est le même. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir une petite communauté, petite au regard d'autres personnes qui ont des milliers ou des millions de followers. Si on a des milliers ou des millions de followers, mais que personne vraiment ne partage l'état d'esprit, suit vraiment ce qui est publié, je pense que ça a moins d'impact. Donc, je dirais, faisons peut-être moins de contenu, moins de followers, mais avec des gens qui sont très engagés, qui partagent les valeurs et les contenus. Ça rejoint cette notion de qualité des followers, parce que plus on a une qualité importante, plus on a de l'engagement forcément derrière. Et Exactement. du coup, derrière, c'est vrai que c'est un paysage là qu'on peint un peu idyllique, mais est-ce qu'il y a quand même des freins, des contraintes, je ne sais pas, au point de vue réglementaire ou d'autres entités qui n'arrivent pas à comprendre l'intérêt, etc. Alors, il y en a, hein, il y a toujours, surtout dans l'industrie pharmaceutique, je pense que toutes les personnes qui sont là, qui travaillent sur le sujet le savent. On a réussi quand même chez Amgen, et je pense que dans beaucoup d'autres laboratoires aussi, on a beaucoup travaillé avec le réglementaire, avec le juridique, la compliance, pour leur faire comprendre l'enjeu de ces réseaux et avoir un process de validation de contenu qui soit relativement simple. Parce que si on a tous nos outils de validation réglementaire qui sont souvent très compliqués et longs et fastidieux à mettre en place. Et donc, on a mis en place un process simplifié pour Twitter au départ, et puis qui est aussi maintenant le cas pour LinkedIn et peut-être un jour sur notre site internet. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Clairement, il y a des freins sur certains sujets. Bien sûr, on n'a absolument pas le droit de parler produits, molécules, ou dès qu'on s'approche de sujets très scientifiques, plateformes scientifiques, etc., on a parfois la volonté de vouloir faire de la vulgarisation scientifique sur des sujets. Et c'est toujours des sujets qui sont beaucoup plus compliqués pour nous à mettre en place, qui demandent beaucoup plus de validation, etc., que des sujets beaucoup plus environnement ou RH dont on parlait tout à l'heure, ou innovation, qui sont des sujets qui ne touchent pas du tout de près ou de loin à une molécule, et qui donc du coup sont plus faciles à mettre en place. Voilà. Donc il y a quand même des freins. Après, on trouve des solutions, et puis pour certains sujets, on est conscient qu'il y a que parfois il faut prendre le temps de pouvoir en discuter pour faire les choses comme il faut. Et puis on est confronté là depuis peu, et j'imagine que c'est le cas pour d'autres laboratoires aussi. Il y a de plus en plus, bien sûr, d'événements scientifiques, de réunions scientifiques, etc., qui sont digitalisés. Et donc, on a énormément de demandes en interne. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, une explosion du digital de manière générale l'année dernière. Et les gens, en interne, se sont vraiment dit, bah, tiens, on a les réseaux sociaux d'Amgen et il faut qu'on puisse partager dessus, parce que bah, aujourd'hui, c'est ce qui se passe de plus en plus avec le digital. Et donc, du coup, on est aussi confronté à parfois des risques, de se poser la question de qu'est-ce qu'un collaborateur peut faire ou pas sur les réseaux, jusqu'où il peut aller quand il communique, etc. Donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour effectivement aider les collaborateurs à savoir ce qu'ils peuvent publier, et aider les marketeurs ou les collaborateurs du médical à savoir aussi qu'est-ce qu'on peut communiquer sur les événements scientifiques en ce qui concerne les comptes corporate d'Amgen. Juste avant, Ouais. Vas-y, Laurent. J'interviens parce qu'il y a une question qui se croise avant que via le chat. Donc, c'est pour en faire profiter tout le monde. Est-ce qu'au sein d'Amgen, tu utilises tous ces leviers, ou l'équipe plutôt, parce que tu n'es pas toute seule, pour engager aussi la partie, on parlait du marketing, donc la partie des cibles B2B, prescripteurs, pharmaciens, etc. Alors, on est au balbutiement. Il y a déjà des initiatives qui se mettent en place, mais pour le moment, on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des gros enjeux réglementaires sur ce sujet-là. Donc on est en train d'y travailler avec l'équipe multichannel sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est le début, mais j'imagine que ça va forcément s'accentuer, c'est certain. Parce que derrière ça, souvent, Twitter est un peu considéré comme le canal de la direction de communication, et les équipes marketing ont du mal finalement à voir l'intérêt qu'ils pourraient avoir, alors que finalement, il y en a beaucoup. Donc, est-ce que chez Amgen, du coup, le fait de virtualiser tous ces événements va peut-être les inciter à davantage utiliser ce canal, mais est-ce que déjà, il y a
des stratégies un peu de communication patient des équipes marketing qui se mettent en place sur les réseaux sociaux ou c'est Oui, encore limité? oui, c'était déjà le cas de stratégie de communication, de sensibilisation, etc. Ça s'est accentué. Clairement, il y a eu une vraie prise de conscience chez nous, mais je pense partout, au sein des équipes, dans les labos. On n'a jamais été autant sollicité et on ne se pose aucune question tout au début, quand on avait lancé les réseaux sociaux. On faisait des réunions pour définir la ligne éditoriale de qu'est-ce qu'on va raconter le mois prochain, etc. Aujourd'hui, on n'a même plus le temps de se poser ces questions parce que tous les contenus viennent à nous. Donc, je suis ravie. Mais parfois, il faut aussi qu'on puisse faire le tri. Et moi, il y a un double enjeu et c'est en ça qu'on est en train de travailler avec le multi-channel, le marketing, le médical et bien sûr toutes les instances réglementaires, etc. sur ces sujets. C'est définir finalement qu'est-ce qui est de l'ordre du réglementairement parlant pas faisable et qu'est-ce qui est de l'ordre aussi de garder une cohérence dans notre ligne éditoriale. Parce que tout le monde vient nous voir en disant on organise un webinaire, on a tel truc, tel jour, etc. Et moi, on a un enjeu au niveau du département communication avec l'équipe, c'est de faire en sorte que on ait une ligne éditoriale qui ne devienne pas la rubrique agenda de l'organisation de ce que fait Amgen et qu'on puisse garder un contenu qui soit de qualité. Je parlais tout à l'heure de vraiment, voilà, la qualité, c'est super important. Donc, voilà, on a ces deux enjeux-là et on jongle en permanence avec ces deux enjeux depuis quelques mois. Et du coup, c'est vrai que le contenu, on l'a dit, c'est vraiment très important, c'est au cœur finalement des stratégies. Et du coup, sur cette ligne éditoriale, est-ce qu'il y a eu un gros impact finalement de la crise sanitaire? Est-ce que ça a tout bouleversé en termes de typologie de contenu, de messages aussi? Alors, il y a un an, clairement oui. Ça, comme pour tout le monde, je pense, ça a tout bouleversé, ne serait-ce que la manière dont on fonctionne, dont on pense nos sujets, dont on s'organise aussi, parce qu'avant, on avait des calendriers éditoriaux avec des programmations plusieurs semaines, voire mois à l'avance. Tout ça, on a dû le revoir et clairement, on est passé d'un calendrier mensuel à un calendrier hebdo, voire journalier, où on revoyait les choses au jour le jour parce que il fallait quand même, bien sûr, être raccord avec l'actualité et ne pas publier des choses qui étaient complètement à côté de la plaque, je dirais, par rapport à l'actualité qu'on était en train de vivre. Un an après, je dirais que globalement, oui, ça, dans le fond, dans la manière dont on traite les sujets, je pense qu'on voit les choses différemment. On essaye de prendre de plus en plus en compte l'écosystème, l'actualité, pour choisir les sujets dans lesquels les sujets sur lesquels on va s'exprimer. On est de moins en moins, je pense, dans du top-down, de se dire, bah, tiens, Amgen fait ça, on a envie de le valoriser parce qu'on est les plus beaux et les plus forts. On n'est plus du tout dans cette optique-là. Je pense qu'aujourd'hui, on prend vraiment en compte des sujets d'actualité qui touchent tout le monde, que ce soit d'un point de vue sociétal ou voilà, où Amgen a envie de s'impliquer et d'essayer de faire intervenir aussi, d'interviewer parfois des gens soit avec lesquels on est en partenariat, mais pas toujours, des gens qui ont envie de s'exprimer sur des sujets liés à la santé, à l'e-santé de manière générale sur l'actualité. Donc clairement, oui, je pense que ça a changé quand même les choses, même si on est revenu un peu plus à une organisation normale, j'ai envie de dire, au quotidien dans l'équipe par rapport à il y a un an. La manière dont on traite les sujets est peut-être un peu différente. Ok, merci beaucoup. Pour rester sur cette idée-là, il y a Catherine Cerizet qui revient finalement sur cette crise sanitaire, mais pas sur le versant contenu, mais sur la typologie des followers. Elle nous demande globalement, est-ce que les followers des laboratoires pharmaceutiques ont changé avec la crise sanitaire? Donc, est-ce qu'il y aurait plus de grand public, par exemple? Alors, on ne peut pas répondre globalement par rapport au baromètre parce qu'il aurait fallu qu'on extrait tous les abonnés et je ne l'ai pas fait, qu'on les mette dans une liste commune, qu'on dédoublonne et qu'on regarde. Et ce n'est pas évident aussi avec la question de l'anonymat, mais peut-être que comme la qualité des abonnés interpelle particulièrement chez Amgen, est-ce que tu as vu de votre côté une évolution dans les abonnés? Est-ce qu'il y a plus de grand public qui vient s'intéresser à finalement l'histoire et l'actualité des laboratoires pharmaceutiques, ou au moins de celui d'Amgen? Alors, clairement, ça a évolué, ça c'est sûr.
Après, Twitter ne nous donne malheureusement pas, quand on a un compte, tous les détails. Là, je reprends Twitter parce qu'on parlait de Twitter tout à l'heure. Mais tous les détails précis et parfois, il faut qu'on aille faire une analyse qu'on avait fait il y a 1 an et demi, mais qui a bien évolué depuis, j'imagine, parce qu'on a on a gagné beaucoup de followers, d'aller analyser très, très précisément qui est qui et qui fait quoi. Parce qu'il faut aller parfois sur les comptes pour s'en rendre compte. Et il y a aussi parfois des comptes qu'on ne peut pas analyser parce que c'est des pseudonymes, etc. Mais de manière générale, oui. Alors, du grand public en tant que tel, je n'irai pas jusque-là, je dirais du grand public informé, en tout cas. Après, je pense que nous, on est quand même un laboratoire qui n'est pas connu du grand public, parce qu'on a globalement, on est très, très présent sur de l'hospitalier. Mais on a quand même vu tout un écosystème qui est intéressé au sujet de santé et d'e-santé. Clairement, oui, on s'est ouvert quand même à d'autres cibles que, par exemple, ce qu'on pourrait penser, les médecins, les pharmaciens, etc. Même s'il y en a bien sûr qui nous suivent, mais c'est clairement pas la première typologie de followers. Donc, grand public, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, oui, on s'ouvre de plus en plus, et puis on a de plus en plus, bien sûr, l'écosystème des patients, des associations de patients, etc., qui nous suivent aussi. C'est vrai que quand on regarde ceux qui ont eu la plus forte progression en nombre d'abonnés, donc il y avait BMS en tête, mais après on retrouve quand même AstraZeneca et Pfizer qui sont très engagés dans la vaccination Covid. Et alors, il faudrait qu'on analyse en détail ces deux comptes, mais je pense qu'eux ont eu sans doute beaucoup plus de gens du grand public qui se sont intéressés au sujet dû à la vaccination. Oui, c'est certain, je pense. Ouais. Alors, il y a une autre question qui concerne aussi tout ce qui est, entre guillemets, actualité chaude, actualité froide. En fait, il faut trouver le bon mix, puisqu'en fait, Twitter, à la base, c'est vraiment un canal pour de l'actualité chaude. C'est pour ça que des fois, d'avoir un cadre réglementaire trop strict en termes de prévalidation peut contraindre un petit peu. Donc, il faut trouver un bon mix entre les deux, entre de l'actualité chaude et de l'actualité de fond qui va venir servir tout votre temps de communication fort dans l'année, tous les engagements. Donc, c'est important d'avoir un bon mix entre les deux et de ne pas être, comme tu disais tout à l'heure, que dans du top-down, d'être dans un canal descendant. Le propre des réseaux sociaux, c'est d'être dans le partage, l'échange. Donc, si on est juste dans de la communication descendante, ça ne fonctionne pas forcément. On a une dernière question, parce qu'on avait dit qu'on essayait de faire court. Comment analysez-vous le fait que les 10 collaborateurs soient plus présents sur LinkedIn que sur Twitter? Est-ce que finalement, le premier est vu comme un réseau professionnel alors que Twitter un peu moins? Moi, j'ai ma réponse, mais Charlotte, d'abord, la tienne. Alors, clairement, LinkedIn est vu comme un réseau professionnel où les gens y sont à la fois pour s'informer, mais aussi pour leur personal branding. Donc, je pense que toute personne aujourd'hui qui est dans le milieu professionnel a son profil LinkedIn. Après, LinkedIn a beaucoup évolué et les gens l'utilisent vraiment comme un moyen de faire de la veille, etc. Mais à la base, c'est aussi le personal branding. Donc, je pense que les gens vont sur ce réseau social beaucoup plus naturellement que sur Twitter, qui est moins facile peut-être à appréhender pour des gens qui ne sont pas initiés aux réseaux sociaux. En tout cas, nous, ce qu'on a vu vraiment concrètement, c'est que parfois LinkedIn devient presque un canal de communication interne. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a certains sujets qu'on valorise sur les réseaux. On a aussi un social wall dans nos bureaux, même si en ce moment, on n'est plus du tout au bureau, mais à l'époque, on avait un social wall dans les bureaux où les gens voyaient les posts à la fois Twitter et LinkedIn. Et c'est vrai que ça devient presque, on a certains collaborateurs qui n'étaient pas forcément au courant de certains projets toujours, et ça devient presque un canal de com interne. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai que si on devait faire la typologie entre Twitter et LinkedIn, c'est vrai que Twitter, c'est là où on va retrouver surtout des relais d'opinion, donc les décideurs, des politiques, des journalistes qui vont vous permettre de relayer vos messages. Bien sûr, tous les acteurs de santé sont présents, hein, que ce soit les professionnels de santé, les associations de patients, les grands instituts de recherche, les autorités publiques aussi. Donc, c'est important en termes de canal de communication. Et LinkedIn, c'est vrai qu'on va être plus sur un aspect professionnel. On peut même faire des campagnes vraiment B2B vis-à-vis des pharmaciens ou des médecins. Donc, c'est un canal aussi intéressant pour le marketing. Et sur LinkedIn, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a évoqué avec Laurent, d'essayer de faire aussi, pourquoi pas, un baromètre similaire. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui,
il y a peu de laboratoires en France qui disposent de leur propre compte en local. Certains vont pouvoir utiliser les comptes du Global avec des publications qui sont géolocalisées. Mais en tout cas, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de présence encore pour avoir quelque chose de pertinent, mais ça mériterait, c'est sûr, sur la durée, d'analyser aussi ce réseau social-là. Après, il y a une autre difficulté technique avec LinkedIn, c'est qu'ils ont refermé leur API aux outils extérieurs pour analyser. Exact. Donc, on peut s'auto-analyser et c'est plus difficile de se comparer ou alors sur très, très peu de critères. Ça va être extrêmement limité. On va être sur des likes, sur des commentaires, des partages et sur le nombre d'abonnés et ça ne va pas aller beaucoup plus loin. C'est déjà compliqué de connaître ses abonnés d'une page. Il faut tricher, entre guillemets. Il ne faut pas se faire prendre par LinkedIn parce que ça peut entraîner la suppression de la page. Donc, ce n'est pas conseillé non plus. Ouais, LinkedIn ne sont pas très sympas sur l'analyse des KPI, effectivement. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a une question aussi sur la notion d'employé advocacy, donc sur le fait finalement de faire en sorte qu'il y ait des collaborateurs qui deviennent des ambassadeurs sur les réseaux sociaux de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives dans les laboratoires, mais qui vont être surtout axées sur LinkedIn et peu finalement sur Twitter, déjà parce que peu finalement de collaborateurs sont présents sur Twitter, comme tu l'évoquais chez Amgen, et ils sont plus facilement sur LinkedIn. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires qui sont présents sur LinkedIn via de l'employé advocacy pour être présent sur ce réseau social-là sans forcément avoir de compte aussi. Donc, c'est un moyen aussi d'être présent et d'engager les collaborateurs un peu sur ces réseaux sociaux-là. Effectivement, je pense que sur l'employé advocacy, il y avait surtout un enjeu de former les gens à l'utilisation de LinkedIn et à comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Après, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux sur LinkedIn, clairement, naturellement, que sur Twitter. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu, au-delà de l'employé advocacy, c'est la stratégie de porte-parole de certains, que ce soit le directeur ou directrice générale ou d'autres directeurs au niveau médical, RH, etc. Je pense qu'il y a des vrais enjeux de les mettre à bord et de les accompagner dans leur communication, au-delà de l'employé advocacy. C'est vrai qu'on a vu de plus en plus de dirigeants de laboratoires prendre la parole sur LinkedIn notamment, avec des tribunes, avec des publications régulières. Donc, c'est une vraie tendance aussi. Sur Twitter aussi, on les voit de plus en plus fréquemment, les dirigeants de laboratoire. Oui. Je pense que les directions de la communication, ils sont pour beaucoup. pour leur démontrer qu'il y a aussi un intérêt à être présent sur ce média en tant que tel. Je pense qu'il est l'heure le moment de clôturer, en tout cas. Il est 12h53, on a débordé un peu. Concrètement, Rémi vous l'a dit en introduction, prochaine édition en juillet, elle ne sera pas sous forme de webinaire, parce que là, c'était plutôt pour vous expliquer aussi le contexte, et voilà. Elle sera en termes de partage sur les réseaux sociaux. Donc, le hashtag sera toujours le même, et la date prévue est le 7 juillet pour les résultats du T2 2021, avec un comparatif cette fois-ci avec le premier trimestre. Donc, on va commencer à avoir des évolutions. Alors, tous ceux qui s'étaient inscrits via le formulaire sur Mailchimp et ceux qui ont leur adresse mail ouverte, entre guillemets, dans leurs coordonnées sur LinkedIn, vont recevoir un petit message avec le lien pour télécharger la présentation. Et pour les autres, je vous mets dans le chat le lien pour remplir le formulaire, pour la télécharger. Donc, il est, hop, voilà, logiquement, vous l'avez dans le chat. Parce que comme on l'a dit, LinkedIn, des fois, c'est opaque, on ne peut pas avoir les adresses de tout le monde non plus. Donc, comme il y a des gens qui s'étaient inscrits uniquement... Pour certains laboratoires, hein, comme chez Amgen ou d'autres, si vous avez besoin de présentations plus détaillées, on peut très bien organiser aussi des sessions pour vous présenter plus en détail votre positionnement sur les différents critères, etc. Merci à Charlotte. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Merci Charlotte, et puis merci à tous. Merci.